Bonjour à tous, bienvenue pour Face au droit social, l'émission qui décrypte les problématiques liées au droit social en entreprise. Une des tendances des dossiers dont les prud'hommes ont à connaître est le harcèlement et on en parle tout de suite. Et pour en parler, comme toujours, nos deux experts en la matière, Michael Hayet, bonjour. Bonjour Oxane. Vous êtes délégué aux affaires sociales au sein de Syntec Numérique, également conseiller prud'homme. Nicolas Sauvage, maître Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour Oxane. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith. Oui. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. On va commencer par expliquer que quand il y a une situation, quand un salarié se sent harcelé, la première étape est de faire appel à un médiateur qui va essayer de trouver un terrain d'entente. Comment ce médiateur est-il choisi ? Ce médiateur peut être choisi soit comme un médiateur ad hoc, soit dans un centre de médiation et d'arbitrage, enfin un centre de médiation d'ailleurs plutôt. L'avantage de passer par un centre de médiation est que le centre de médiation va choisir un médiateur que les parties évidemment ne connaissent pas, qui est totalement indépendant, etc. Et c'est souvent plus simple que de passer par un médiateur ad hoc, c'est-à-dire un médiateur sur lequel les deux parties se mettent d'accord, parce qu'il y a toujours l'angoisse du salarié ou de l'employeur de se dire que l'employeur, que le salarié connaît bien le médiateur et qu'il va peser dans un sens ou vice-versa. Ou dans l'autre. Doit-il y avoir nécessairement confrontation entre les deux parties ? Non, pas du tout. La médiation est un modèle alternatif de règlement des litiges qui est absolument le contraire de la justice. La justice a un mode extrêmement régulé, extrêmement précis, extrêmement lent et raisonnablement inefficace parce que les décisions arrivent beaucoup trop tard. La médiation est un système totalement non régulé, le cas échéant extrêmement violent dans la confrontation quand il y en a une, extrêmement violent, mais extrêmement rapide et extrêmement efficace puisque ce sont les parties qui trouvent la solution et non pas un juge qui la leur impose, ni le médiateur qui la leur impose. Alors quand les parties n'arrivent pas à trouver la solution, l'affaire est emmenée au prud'homme. La victime doit alors donner des éléments plausibles qui laissent présumer qu'il y a eu harcèlement et l'harceleur présumé doit s'en défendre. Comment ça se passe, Michael ? La victime présumée. La victime présumée, exact. Alors ça se passe, j'irai pas sur le terrain de dire que la justice donne des solutions raisonnablement inefficaces. Ça se passe comme ça peut, c'est-à-dire que la personne qui allègue de fait de harcèlement doit en effet donner des éléments pour rendre sa version des faits plausibles. Il ne suffit pas de dire qu'on est harcelé, il faut quand même donner un début de fait, un début de preuve matérielle ou du moins des éléments laissant présumer que c'est réel pour que la personne qui est mise en cause en tant qu'harceleur présumé puisse se défendre et apporter, là en l'occurrence la preuve contraire, en démontant, si possible, la thèse de la partie adverse. Donc c'est parole contre preuve. Est-ce que c'est pas un peu injuste pour l'employeur qui doit prouver lui quelque chose ? Bon, injuste pour l'employeur ou injuste pour le harceleur. Le harceleur n'est pas toujours l'employeur. Exact. Est-ce que c'est injuste ? Le problème, c'est qu'on est justement dans le cadre de la justice. C'est un fonctionnement. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour la personne qui est mise en cause, puisque celle-ci devra se défendre, alors que l'autre personne peut mettre en cause sur des faits qui ne sont donc allégués. Toutefois, il semblerait que ce soit nécessaire puisque la plupart du temps, c'est extrêmement difficile de prouver du harcèlement quand on le subit. Alors bien évidemment, à l'arrivée, il peut y avoir une forme de déséquilibre et ça va être au juge, dans le détachement qu'il peut apporter à l'analyse du dossier, de rééquilibrer la situation et de prendre en compte ce décalage dans la procédure. Est-ce que les deux parties peuvent faire appel à des témoins ? Ah oui. Oui. Les deux parties indépendamment. Quelles conséquences pour les collaborateurs qui souhaitent témoigner pour une partie ou l'autre ? Alors, d'abord, il est assez rare que les gens souhaitent témoigner. L'amitié en entreprise a des limites que chacun mesure. Et donc, la question du témoignage est déjà problématique. Donc les gens souhaitent rarement témoigner. En revanche, ils peuvent être appelés à témoigner, soit par la juridiction elle-même, qui peut demander aux témoins de venir, c'est extrêmement rare, soit par l'une des parties qui demande à un témoin de venir de façon à appuyer la thèse de la partie en question. Et ce que dit le Code du travail en l'espèce, pour protéger ces gens-là, c'est qu'une personne qui viendrait témoigner
à l'appui d'une affaire de harcèlement pour expliquer qu'il y a eu harcèlement, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une sanction de quelque nature que ce soit à raison de ce témoignage, parce que ce serait nul. Tout ce qui serait fait à cet égard serait nul. Peut-il y avoir harcèlement en dehors de l'entreprise ? Oui, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une relation hiérarchique ni montante ni descendante, parce qu'on pense toujours au harcèlement du chef qui harcèle son subordonné ou sa subordonnée, mais ça peut tout à fait être l'inverse. On peut avoir un subordonné qui harcèle son chef. C'est particulièrement le cas de ceux qui bénéficient de situations dites de salariés protégés, parce qu'ils risquent assez peu de choses. Et il arrive assez fréquemment que ce soit dans ce sens-là que ça se passe, et que les DRH soient soumis à une pression terrible, et que ce soit eux qui soient harcelés par leurs subordonnés qui sont des délégués syndicaux du membre du CIE. Bon, enfin, ils ne sont pas tous comme ça, mais quand on voit la situation de bas vers le haut, c'est souvent parce que celui qui est en bas et qui harcèle a une situation protégée où il sait qu'il risque pas grand-chose dans l'entreprise. Non, la Cour de cassation a effectivement reconnu que ça pouvait être à l'extérieur de l'entreprise et qu'un tiers à l'entreprise pouvait se trouver dans une situation où il harcèle les salariés de l'entreprise, et c'est l'employeur qui emploie ses salariés qui se font harceler par un tiers, qui demeure responsable. Donc il est chargé de protéger ses salariés. Voilà, il a ses ouailles, il doit protéger ses ouailles, il doit toujours faire en sorte qu'il ne leur arrive rien. C'est ce qu'on appelle également l'obligation de sécurité de résultat. Donc ce n'est pas une obligation de moyens, ce n'est pas mettre tous les moyens en œuvre pour que, c'est faire en sorte que ça ne se passe pas. Et peut-il être sanctionné alors ? Et il peut absolument être sanctionné parce qu'il n'a pas mis ça vient d'arriver. Au 4e trimestre 2011, on a eu un arrêt sur ce sujet-là. D'accord. S'il a mis en œuvre les moyens qui supposément nécessaires ou bien qu'il a estimé nécessaire pour protéger ses salariés, mais que ça n'est pas le cas, ça ne suffit pas, parce que c'est une obligation de sécurité de résultat. Et donc, si quelqu'un a été harcelé, c'est nécessairement que le résultat n'a pas été atteint. Parce que le harcèlement, ce n'est pas une question d'intention, mais une question d'effet et de résultat. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre en termes de sanctions pour l'employeur. Oui, alors là, vous parlez encore d'autre chose, mais il y a deux choses dans ce que je viens de dire. Il y a ce que l'obligation générale de l'employeur vis-à-vis de ses salariés est une obligation de sécurité de résultat. Que ce soit parce qu'il travaille sur des matériaux dangereux, des machines dangereuses, et dans ces cas-là, il doit s'assurer que tout a été mis en œuvre, notamment en termes de sécurité physique, par exemple, pour pas que les salariés se blessent, voire se tuent dans l'entreprise. Mais d'une manière générale, ça a été étendu. On considère qu'il y a une espèce de devoir de protection, en quelque sorte, un peu paternaliste d'ailleurs, c'est amusant, c'est un retour en arrière de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Et au titre des dangers qui existent dans l'entreprise, il y a le danger du harcèlement, qui est un danger. Ça va pas être en général, ce ne sont pas des dangers physiques, enfin ça n'aura pas d'impact physique, ça aura un impact psychologique, mais c'est un impact psychologique qui peut être très grave, puisqu'on sait qu'il y a eu des affaires de suicide de gens qui s'étaient trouvés dans une situation de harcèlement. Donc à ce titre-là, cette obligation de protection, qui s'appelle une obligation de protection de résultat, s'il y a un harcèlement, c'est nécessairement qu'il n'a pas assuré. Voilà, il y a eu une faille dans le dispositif. Il n'a pas assuré la sécurité totale des salariés. D'accord. Mickaël, à partir de quel moment peut-on considérer être harcelé ? C'est pas à moi de définir à partir de quel moment les gens peuvent se considérer harcelés ou pas. Je sais que la justice, le code du travail en tous les cas, demande à ce que la situation ou que les actes volontaires ou involontaires de la part du harceleur soient répétitifs. La situation doit être répétée ou les actes doivent être répétitifs. Donc, la jurisprudence est venue confirmer il y a quelque temps que c'est bien à partir de 2 fois que l'on peut considérer, si les faits sont constitués, que la personne est harcelée. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'une situation a eu lieu, une situation qui pourrait être qualifiée de harcèlement a lieu 2 fois que ce sera automatique. Mais en tous les cas, ça peut être pris en compte à partir de 2 fois et ce sera pris en compte de manière moins importante si ce n'est que 2 fois que si c'est 80 fois. Mais ça peut se déclencher à partir de 2 fois. D'accord. Avez-vous constaté une recrudescence des dossiers de harcèlement ? Alors, ce que l'on constate au Conseil de prud'homme, c'est une forme d'automatisme dans les dossiers où finalement on rajoute toujours une ligne sur le harcèlement parce que ça fait bien, je suis désolé de le dire comme ça, on ne sait jamais, on peut décrocher quelque chose en passant. Alors, il y a vraiment 2 types de dossiers. Vous avez les dossiers en harcèlement, où c'est le cœur du dossier, et les dossiers où le harcèlement arrive comme une espèce d'ornement. Voir un cheveu sur la soupe. Oui, voir un cheveu sur la soupe. Alors en général, il y a harcèlement ou discrimination. Alors là, c'est très néfaste à mon avis. D'abord, la crédibilité du dispositif mis en place en matière de harcèlement. Ensuite, sincèrement, ça disqualifie le dossier aux yeux des conseillers prud'hommes parce qu'on se dit, ouais, ça y est, il y a du harcèlement. Donc ceux-là, on va les oublier. Des dossiers en harcèlement réellement, où le harcèlement est l'élément principal du dossier, et d'ailleurs le contentieux portera là-dessus.
non, c'est stable, il y en a peu, mais il y en a, c'est sûr. D'accord. Il y a également des harcèlements à but, enfin des demandes de dossiers harcèlement à but financier. Nicolas, est-ce que vous voulez donner votre avis là-dessus? C'est le harcèlement à but lucratif. Voilà. Oui, le harcèlement dans les entreprises que nous défendons, on voit très très souvent arriver, si ce n'est pas à chaque fois, une invocation d'une situation d'un prétendu harcèlement qui en général ne serait pas qualifié si ça venait devant un tribunal, simplement en ayant pour objet en quelque sorte, donner une coloration spécifique au dossier pour avoir plus d'argent. Sur le seul motif de l'éventuelle rupture, il n'y a rien, et le salarié se dit, le salarié, c'est en général pas le salarié, c'est plutôt mes confrères qui défendent les salariés, qui se disent, pour essayer d'avoir un peu plus, on va essayer de savoir si le salarié par hasard ne se sentirait pas un peu harcelé, mais le mot harcèlement ne recouvre pas du point de vue juridique ce que les gens appellent je me sens harcelé, qui est une expression complètement galvaudée aujourd'hui. Le harcèlement a vraiment une définition dans la loi qui est très très précise. Effectivement, ce sont des faits répétés qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne, à son avancement dans l'entreprise, etc. Bref, ou à sa santé. Et donc, il faut quand même des choses d'une certaine gravité. Si 2 matins de suite, un patron ne dit pas bonjour à son assistante ou à son adjoint, c'est pas du harcèlement. Voilà. On va revenir sur le fait de porter atteinte à la dignité d'un salarié. Quand un salarié s'estime mis au placard, c'est-à-dire que ses fonctions sont pas exactement les mêmes qui ont été décrites sur son contrat, ou alors elles ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'il avait 6 mois auparavant, ou alors on lui a retiré une responsabilité. Est-ce que cela relève du harcèlement? Alors, est-ce que ça en relève automatiquement? Je ne sais pas vous dire. Il faut voir le dossier. Je ne peux pas répondre dans l'abstrait. Toutefois, il y a 2 choses. Tout d'abord, alors il y a un débat qui est de savoir si le harcèlement est constitué par une faiblesse de la charge de travail ou par une augmentation de la charge de travail. En l'occurrence, ça peut être les deux. Je dirais pas. Bon. La faiblesse de la charge de travail peut être vécue comparativement à une situation précédente où la charge de travail était importante, comme une atteinte à la dignité. Parce que quelqu'un peut dire, moi, on me faisait confiance, j'avais une charge de travail X. Aujourd'hui, pour des raisons extérieures à notre entretien, eh bien, on m'a baissé ma charge de travail, c'est qu'on ne me fait plus confiance, et donc on cherche à me dégrader, à m'humilier, je suis atteint de ma dignité, etc. Et il y a des cas assez fréquents de personnes qui ont vécu, qui ont ressenti une forme de harcèlement comme ça. Alors, après, il y a des degrés. Le degré extrême, c'est ce que vous appelez la mise au placard. C'est assez flagrant, c'est quand quelqu'un n'a plus rien à faire. Pardon, là, évidemment, la personne, elle est nécessairement dans une situation où elle ne va pas bien le vivre. Enfin, nécessairement, probablement, elle ne va pas bien le vivre. Et donc, par conséquent, les situations de harcèlement peuvent être issues d'une modification de la charge de travail, qu'elle ait été volontaire ou pas de la part de l'employeur. Car, ça a été rappelé, ça n'est pas une situation qui a nécessairement pour objet de porter atteinte, mais qui peut avoir pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne, à sa santé, etc. Donc là, évidemment, ça peut être le cas. Et puis c'est souvent, en dehors de cas particulièrement pathologiques d'entreprises qui ne se comporteraient pas bien et qui le feraient délibérément, c'est souvent insidieux, pas forcément au vu et au su de l'employeur lui-même, ça peut être dans des services éloignés du siège social, et ça peut commencer par des choses assez simples, du style de demander à son collaborateur ou de demander à son assistante apportez-moi un café. Quelque chose d'assez naturel. Et puis, vous apportez un café 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas du harcèlement. Mais en revanche, quand l'habitude s'est prise très insidieuse et qu'un matin, le supérieur arrive et dit mais qu'est-ce que vous attendez pour m'apporter mon café? Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a eu un glissement progressif qui, au début, était simplement aidez-moi, je suis complètement débordé, vite apportez-moi un café. Ensuite, il y a quelque chose qui change. Et c'est la façon dont la personne qui le ressent, pour qui ça change, le ressent, qui va éventuellement être constitutif pour elle d'une espèce d'abaissement de sa fonction. Avant, c'était la collaboratrice ou même c'était l'assistante. Donc, il y a une fonction d'assistante. Mais assister un patron, ça ne veut pas dire lui apporter le café et lui faire les chaussures. Voilà, donc la limite est très très difficile à déterminer. Je suis assez d'accord avec Michael, on ne peut pas répondre d'une façon générale, mais ça se conçoit dans des situations tout à fait différentes. Parfois délibérées, où c'est une stratégie pour faire partir quelqu'un
même si je défends des employeurs, je refuse absolument de me prêter à ce genre de démarche-là que je trouve inhumaine au sens propre du terme. Et donc je dis à mes clients, non, vous ne ferez pas quelque chose comme ça. Mais il y a des entreprises qui le font, mais parfois aussi, ce sont des entreprises qui le font sans le vouloir. Un service a été supprimé ou une activité a été supprimée, la personne en question a plus de travail. Et c'est là que je voulais en venir. Vous dites, voilà, un employeur peut être taxé de harcèlement même s'il a agi de façon inintentionnelle. Par exemple, une réduction de coûts, il va faire des réorganisations dans sa société. En termes de management, ça va être peut-être plus dur. En termes de moyens alloués aux employés, c'est peut-être inférieur. Et là, quels sont ses moyens de se défendre ? Comment peut-il justifier que, en dehors de l'argument économique, qu'il n'y a pas eu de harcèlement ? C'est assez difficile et simultanément assez simple. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a tout de même, et heureusement, des juges qui sont là pour prendre la mesure de la situation. Alors certes, il peut y avoir dans les faits une situation qui relèverait du harcèlement parce qu'elle peut avoir pour effet donc de porter atteinte à la dignité de la personne. Toutefois, le terme « porter atteinte à la dignité de la personne » est un terme qui est perçu par les juges avec leur propre sensibilité. Et il est évident que même une réduction de coûts qui peut entraîner une modification des conditions de travail, ce que l'employeur a le droit de faire. Ces modifications des conditions de travail peuvent être, les conditions de travail peuvent être moins bonnes que ce qu'elles étaient. Pour autant, il n'y a pas nécessairement une atteinte à la dignité. Alors, l'exemple typique... Mais il peut y avoir dégradation des conditions de travail. Oui, mais ça peut avoir lieu après. Quelqu'un qui avait un bureau seul, l'entreprise est obligée de faire des réductions de coûts. Ils sont deux. Et ils sont deux ou ils sont quatre, parce que l'entreprise, elle avait 5 plateaux dans un immeuble, elle en a rendu 3, elle a licencié des gens, mais elle en a quand même gardé pas mal, elle est obligée de tasser les gens dans des bureaux. Et vous avez un chef de service qui dit, moi je considère que je me sens harcelé, j'ai l'impression parce que j'étais tout seul dans un bureau avec mon assistante à côté, on m'a retiré mon assistante, je suis dans un bureau sans assistante, puis on m'a mis un collaborateur avec moi, puis on m'a mis 2 stagiaires avec moi, puis on m'a changé de bureau, on m'a mis dans un bureau sans lumière. Ce ne sont que des modifications des conditions de travail, comme dit Michael, c'est dans le pouvoir de direction de l'entreprise. Pour autant, la succession des choses qu'on fait subir à la même personne fait que cette personne a le sentiment d'être harcelée, qu'on porte atteinte à sa dignité, à son crédit dans l'entreprise, etc. Donc ça va relever de l'appréciation des juges et il est clair qu'un dossier dans lequel ce type de modification des conditions de travail serait justifié par des éléments objectifs, extérieurs d'ailleurs à la volonté de l'employeur, est un dossier qui sera plus facile à défendre et qui se placera probablement à terme pas sur le terrain du harcèlement. Je dis bien probablement, je n'ai pas vu le dossier, il n'existe pas, mais je veux dire, il faudrait quand même voir les faits plus avant, qu'un dossier dans lequel il n'y a aucune raison objective à ce type de modification des conditions de travail, où là, bien évidemment, l'atteinte à la dignité de la personne sera plus facile à démontrer alors qu'on est dans les mêmes faits. Mais dans un cas, l'atteinte à la dignité sera constituée par l'absence de raison objective, alors que dans l'autre, les raisons objectives feront que l'atteinte à la dignité sera perçue de manière beaucoup plus relative par les tribunaux. D'accord. Et une dernière question pour vous, Michael. Que se passe-t-il en cas de mauvaise foi de la victime présumée ? Et encore faut-il la prouver, cette mauvaise foi. Alors, en réalité, tant que la personne qui allègue de fait de harcèlement n'est pas de mauvaise foi, on ne peut pas la sanctionner, quand bien même elle se tromperait. Elle peut dire « j'ai été harcelée » et puis la personne en face prouve que ce n'est pas le cas, mais si la personne qui allègue laisse présumer de fait de harcèlement à son encontre était de bonne foi, c'est un ressenti, voilà. C'est un ressenti, elle est allée en justice pour faire valoir ses droits, elle s'est trompée et le droit du travail la protège. S'il pouvait y avoir une preuve, ce qui est assez rare, de la mauvaise foi dans cette situation-là, la personne pourrait alors être sanctionnée, non pas par le juge, sauf s'il y avait une demande conventionnelle faite par la personne qui était mise en cause, mais par l'employeur. Elle pourrait être sanctionnée par l'employeur. Toutefois, il faudrait vraiment que le dossier soit solide. C'est assez difficile à prouver, mais il pourrait y avoir une sanction de l'employeur. On peut imaginer la salariée ou le salarié qui échange avec quelqu'un d'autre de l'entreprise et qui lui dit moi j'en peux plus, je veux partir, je veux beaucoup d'argent, je vais simuler le harcèlement, tu m'aideras, tu me feras une attestation. C'est une preuve que la mauvaise foi est avérée. Là, la mauvaise foi est avérée. Et donc il y a derrière quelqu'un qui bâtit un dossier, qui dit j'ai été harcelé, etc. Et effectivement, si l'employeur arrive à retrouver l'email en question, il dit mais attendez, 3 semaines avant qu'il envoie sa première lettre de harcèlement, il écrit à un de ses camarades, je vais simuler le harcèlement, comme ça j'aurai plus d'argent. Ça arrive
de manière rarissime qu'on ait la preuve. D'accord. Alors qu'il y a beaucoup d'abus, Oui. et un effet d'aubaine certain qui est utilisé par les salariés. Voilà, beaucoup d'abus, un effet d'aubaine. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de risques pour l'employeur. Enfin, il y a de nombreux risques pour l'employeur. Oui. A-t-il un moyen de se protéger? Sortir son carnet de chèques. Oui. Et mieux faire son recrutement. Et s'assurer qu'il y a une bonne ambiance dans son entreprise, bien traiter ses salariés. Il y a des moyens de se protéger aussi qui sont des moyens qui relèvent classiquement de la gestion d'entreprise, du management, c'est-à-dire que sensibiliser et puis mettre fin à certaines pratiques parce que tout le monde ne va pas directement au conflit là-dessus. Il y a des gens qui ont besoin d'aide et il suffit de les voir. Donc aussi être attentif aux signaux faibles dans son entreprise. Et puis il y a des gens qui peuvent apporter conseil sur la question. Et donc il ne faut pas non plus développer une paranoïa sur le sujet. Il y a des gens malhonnêtes qui peuvent utiliser ce dispositif. Mais si l'employeur est un employeur qui a des règles de management établies, qui fait attention à ce qui se passe, il aura aussi des preuves contraires. Il n'y a pas d'automatisme. Mais il est vrai que dans une entreprise dans laquelle il y a une forme de laisser-aller dans la gestion du personnel, le terme est un peu vieillot, mais enfin c'est le seul qui me vient actuellement, il y a plus de risques. Mais bon, il y a quand même une façon de faire les choses, profession d'employeur, qui fait qu'on se prémunit quand même contre beaucoup de risques. Mais pas à 100%. Merci messieurs pour toutes ces précisions sur le harcèlement et on vous donne rendez-vous très bientôt pour Face au droit social.